Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021. Notre invitée du jour s'appelle Christine Black, elle est mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. Elle est reconnue par tous pour son engagement sans faille à l'égard de tous les citoyens de sa ville, pour sa détermination, mais surtout pour sa capacité à rassembler les groupes. Elle a contribué à la mise en place du plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité Jeunesse et à l'élaboration de la stratégie de développement économique de Montréal-Nord. Madame Black, bonjour et bienvenue sur le Bonjour, plateau de Femmes et Pouvoir. merci beaucoup pour l'invitation. Que signifie pour vous le mot pouvoir? En fait, le mot pouvoir, c'est un grand mot hein, qui veut dire bien des choses pour moi. En même temps, ça définit beaucoup la capacité d'influence, la capacité de prendre des décisions pour le bien-être de tous. Donc, pour moi, le pouvoir est un ensemble de choses, mais avec lesquelles il faut être très prudent parce qu'en même temps, le pouvoir peut être mal géré, mal utilisé. Alors, c'est une grande responsabilité en même temps d'avoir un poste comme le mien avec toutes les responsabilités qui viennent avec. Tout le monde vous reconnaît votre authenticité, votre engagement, votre franc-parler. Comment est-ce que votre pouvoir il se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Parce que vous êtes vraiment entière, les espaces ne se délimitent pas. Comment ça se traduit pour vous? Ben, en fait, ça se traduit au quotidien, hein, parce qu'à tous les jours, comme mairesse, je dois prendre des décisions, je dois exercer ce pouvoir auprès de la population, auprès des fonctionnaires, pour dire à certains moments, oui, on fait telle chose, non, on fait pas telle chose, vers quelle direction on s'en va, et en même temps de le faire en équipe, parce que je tiens à rappeler que oui, je suis mairesse, je suis la première magistrate de Montréal-Nord, mais en même temps, je travaille avec une équipe qui est composée autant des élus avec qui on va prendre ces décisions, et qu'on va avoir ces débats ensemble et chacun va faire valoir ses éléments et également avec une équipe administrative qui est fort importante et qui permet d'alimenter toutes nos prises de décision. Donc, en fait, les décisions et ce pouvoir s'exerce vraiment dans le quotidien à chaque jour et ça se fait, oui, de côté professionnel, mais bien entendu de côté personnel aussi parce que la vie, elle continue. C'est un certain maillage qui se fait entre les différentes facettes de notre vie quand on est en politique. Donc, ça se fait d'une autre façon, bien entendu, quand on est dans une sphère plus personnelle, mais en même temps, ça demeure quand même l'exercice de certains pouvoirs. Là. Est-ce qu'en milieu politique, vous avez noté une différence de l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme, justement? Mais je vous dirais que moi, ce que je remarque surtout, c'est dans la façon de le faire, que les femmes, on va être beaucoup plus, on va chercher beaucoup plus le consensus. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque de mon côté dans ma façon d'exercer ce pouvoir. Je vais beaucoup parler avec mes collègues, on va beaucoup travailler en collégialité ensemble, où au final, les décisions, pour moi, elles sont beaucoup plus fortes parce qu'elles sont endossées par tout le monde. Et au final, quand on a nos débats ensemble à l'interne, bien, ça permet de faire cheminer ces idées autant pour un que pour l'autre. Et ce que je réalise, c'est qu'à la toute fin, on a, à mon sens, la meilleure décision qui pouvait être prise. Alors que ce que j'observe chez plusieurs collègues masculins, c'est davantage des prises de décision beaucoup plus unilatérales. Donc, le maire va décider de telle chose et l'équipe suit. Alors que dans mon style de leadership, dans mon style où j'exerce finalement ce pouvoir de mairesse, c'est très, très différent et je pense qu'on nos citoyens en bénéficient beaucoup parce qu'on a une équipe beaucoup plus forte qui adhère parce qu'elle a fait partie de cette prise de décision-là. Donc, c'est vraiment une façon très différente de le faire. En même temps, faut quand même garder en tête qu'on demeure dans un système politique qui a été mis en place beaucoup par les hommes. Hein, donc, il faut quand même trouver des astuces et des stratégies pour s'assurer que ça ne soit pas un piège non plus de fonctionner comme ça. Donc, je voudrais que c'est une des grandes différences que j'observe dans le style de leadership que les femmes exercent versus les hommes. On entend souvent dire que les femmes qui ont réussi ou qui sont en milieu politique, elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si, est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, qu'est-ce que vous avez sacrifié?
En fait, je vous dirais que c'est une grande question, hein, et quand je l'ai vu quand on en discute des fois, et puis quand vous me la posez, c'est très embêtant parce que est-ce que c'est des sacrifices ou c'est des choix qu'on fait aussi? J'hésite entre les deux, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants dans les dernières années, au début, quand je suis arrivée comme mairesse, parce que le travail était excessivement prenant et pour moi, les astres n'étaient pas alignés non plus pour que ça arrive à ce moment-là. Mais aujourd'hui, bon, j'ai le bonheur de vous l'apprendre que je suis enceinte, donc j'ai un petit bébé qui est en route pour le mois d'avril avec mon Oh, conjoint. félicitations. Merci beaucoup et on conjugue avec toute cette nouvelle réalité. Donc, je ne pense pas qu'il faut mettre de côté nos rêves et nos aspirations comme femmes, comme humaines aussi, là, qu'on a tout simplement des désirs, que ce soit des désirs de famille ou des désirs de voyage ou autres, mais qu'il faut arriver à conjuguer tout ça ensemble. Donc, je pense pas que ça devient un sacrifice quand c'est plus un choix de la façon que c'est fait. Et un n'empêche pas l'autre. En tout cas, c'est ce que j'ai comme idée. On en reparlera dans un an quand j'aurai mon bébé depuis 6 mois, puis on verra peut-être comment ça se passera. Mais somme toute, je pense que c'est des choix à faire et parfois aussi de mettre des limites parce que les femmes on a tendance à embrasser large et à faire en sorte que on dit toujours oui, mais il faut parfois aussi mettre des limites, dire non, puis limiter certaines choses pour se donner de la place pour faire d'autres choses qui nous nourrit aussi, parce que c'est aussi important d'avoir de s'épanouir d'un côté personnel également. Est-ce que vous avez l'occasion de partager justement ces réflexions avec d'autres femmes? J'imagine que des jeunes femmes doivent aussi vous solliciter parce que vous êtes une jeune femme, vous n'étiez pas destinée forcément à la vie Ouais. politique, ce n'était pas votre choix de départ. Et l'opportunité s'est présentée, vous l'avez saisie, vous avez avancé dessus et vous êtes énormément appréciée. Est-ce que vous avez l'occasion de discuter de tous ces sujets-là avec d'autres femmes plus âgées ou plus jeunes ou plus expérimentées en milieu politique, par exemple? Je vous dirais que ça se fait de façon générale, très informellement. Donc, on va en discuter entre nous. Mais je vous dirais que la vie politique est très prenante, hein. Donc, d'avoir des groupes où on peut justement échanger ensemble sur ces sujets-là, c'est malheureusement très peu arrivé. Puis, quand vous m'en parlez, ça me frappe à quel point je ne vais plus tellement à des activités de cette nature-là, mais en même temps, je demeure sollicitée par plusieurs étudiantes, surtout des étudiantes qui m'interpellent pour des travaux scolaires ou autres et qui veulent justement apprendre un peu plus sur comment on arrive à des postes comme ça, comment on exerce ce métier qui est celui d'être élu, d'être mairesse. Mais je vous dirais qu'avant d'être mairesse, j'étais très présente sur plusieurs groupes, que ce soit entre autres l'effet A, qui avait été mis en place par Isabelle Hudon, qui justement visait la stimulation de l'ambition des femmes. Donc, je continue à suivre quand même les travaux qui sont faits, mais décidément, c'est quelque chose à remettre dans l'actualité parce que c'est quelque chose qui, comme je le disais tantôt, peut nous permettre d'être nourris aussi des idées des autres et de se sentir soutenus également. Donc, mais ça demeure très important de le faire. Est-ce que vous pensez que les femmes devaient avoir une stratégie un peu plus particulière? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'effet A pour accéder aux espaces de décision. Est-ce qu'il y a besoin de formaliser une stratégie particulière par rapport aux femmes? Ben, en fait, là-dessus, vous allez peut-être rire un petit peu. Je vous dirais que je pense que les femmes, on a surtout besoin de prendre confiance en nous parce que, puis de se dire qu'on est capable. Parce que dans le fond, vous savez, bien souvent, les hommes vont regarder un offre. J'avais entendu ça à un moment donné, on disait les hommes regardent une offre d'emploi, puis ils disent ah, je suis capable, je me lance, j'essaie. Alors qu'une femme va, de son côté, regarder chaque ligne avec chaque compétence et évaluer si oui ou non elle est capable. Et s'il y a quelque chose, une chose qu'elle n'est pas capable dans la liste ou qu'elle dit ah, c'est peut-être moins ma force, elle ne postulera pas. Alors qu'en réalité, l'homme, lui, va se lancer, va oser. Et je pense que dans tout ce contexte-là, on doit apprendre les femmes et apprendre à nos enfants aussi, à nos jeunes filles, d'oser, de se lancer. Et Isabelle Hudon disait toujours qu'il y a toujours un parachute. Donc, il y a toujours quelqu'un qui nous rattrape. Il y a toujours d'autres solutions qui arrivent qui font en sorte
on trouve notre chemin et une expérience amène à une autre, etc. Donc, cette prise de confiance-là, je pense qu'on doit la faire de façon beaucoup plus assumée. Et quand on se retrouve en groupe de femmes, ça devient très nourrissant et on devient très énergique. Et des femmes qui ont beaucoup d'ambition, je l'ai vécu entre autres avec l'FEA, et c'était magique parce que tout le monde osait se lancer un petit peu plus à chaque fois. Donc, je pense qu'on a intérêt à le faire davantage et à créer ces espaces-là où les femmes peuvent, dans le fond, s'entraider et se stimuler entre elles pour pouvoir aller plus loin ensemble. Donc, ça serait une des clés que je vous dirais de base qui semble très simple, mais qui en même temps peut faire toute la différence. Est-ce que les organisations auront un rôle à jouer dans ce processus-là? Parce que la confiance en soi, l'estime de soi, on peut le travailler individuellement ou collectivement, mais quel pourrait être le rôle des organisations, des politiques publiques, de la société en général par rapport à ça? Oui, ben, en fait, le rôle des entreprises ou des organisations est central. Et je vous dirais que de façon générale, en ce qui a trait, entre autres, avec l'équité salariale et tout le reste, ça l'a mis en jeu aussi tous ces enjeux-là d'équité qu'il y avait dans le système. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à un système de quotas? Je pense qu'il faut se poser la question. Il faudrait même y réfléchir sérieusement. Moi, je pense que ça peut clairement aider parce que ça donne, entre autres, des modèles qu'on parle de femmes, mais également de femmes issues de la diversité, qu'on sait qu'il y a un plafond de verre encore plus grand pour elles. Donc, finalement, inciter le système et mettre en place un cadre qui permet à ces femmes d'accéder, permet après de faire le chemin plus facilement pour les autres qui veulent accéder parce que ça crée un réseau de contacts, ça crée des modèles. La pression, elle est très forte quand on l'est, mais en même temps, par la suite, ça stimule. Il y a des choses qu'aujourd'hui sont pensables, qui, là, 20, 30 ans, ne l'étaient pas pour des femmes, dont, entre autres, dans mon cas, d'avoir un enfant en fonction, là, 30 ans, déjà d'être une femme mairesse, c'était quelque chose, et d'avoir des enfants, on oublie ça. Alors qu'aujourd'hui, les gens comprennent et ça fait partie de la réalité. Donc, dans tout cet état d'esprit, les organisations ont vraiment intérêt à pouvoir accéder à des conseils d'administration ou autres qui sont égalitaires, qui sont aussi dans lesquels on a des personnes issues de plein de diversités, qui va faire en sorte que ça nourrit toute cette organisation-là et ça la rend beaucoup plus agile pour la suite des choses. Très bien, mais c'est parfait. Sur ces bons mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Excellent, merci. Ça vous a aidé à anticiper un certain nombre de choses et peut-être à prendre des meilleures décisions. La question, elle est très bonne. Et puis, effectivement, la COVID-19 et la pandémie a frappé très durement Montréal-Nord. Je ne mentirais pas en disant que ça a été une année très difficile pour nous l'an passé, en 2020. Et à travers ça, comme organisation et comme mairesse, je vous dirais que ce qui est surtout ressorti, je pense, c'est une certaine sensibilité de prendre soin de notre monde. C'est très typique femme, on va se le dire. Donc, de prendre soin de nos gens. Et dès le jour 1, donc, la pandémie a été annoncée le 12, le jeudi 12, et dès le lundi 16, je demandais à mes équipes de commencer à travailler, de mettre en place des comités, qu'on puisse réfléchir, parce qu'avant même que la pandémie, que le virus atteigne Montréal-Nord, on avait une crise en amont, c'est-à-dire une crise alimentaire, parce que les gens qui perdaient leur travail du jour au lendemain, les serveuses ou ceux qui travaillent dans les restaurants, dans les petits commerces, se retrouvaient du jour au lendemain sans revenus. Ça créait des situations très, très aiguës auprès des familles. On est passé de quelques paniers alimentaires à 100, 200 dans certaines organisations, donc par semaine. Donc, c'est énorme. Alors, ça mettait une pression vraiment importante sur tout notre quartier. Et je vous dirais que mon rôle a été central, c'est-à-dire
d'exercer ce leadership pour rassembler les forces vives du quartier pour faire en sorte qu'on puisse échanger ensemble et s'assurer que notre monde puisse avoir accès aux ressources. Donc, entre autres, on a reçu plusieurs masques. Donc, les masques qui ont été distribués, c'est près de 200 000 qui ont été distribués dans l'arrondissement, par les organismes, par les différents partenaires. Et pour moi, ça, c'était fort important qu'on puisse répondre à ce besoin-là et qu'on puisse être présent pour répondre aux besoins. Puis on avait des gens âgés aussi qui étaient à la maison, qui ne pouvaient pas sortir faire leur épicerie. Donc, il y a tout un système qui s'est mis en place et c'est toute cette force de leadership finalement qui permet de rassembler les troupes et en même temps toutes les forces vives, comme je le disais, de l'arrondissement. Et après ça, les gens, dans leur secteur d'intervention, ont leur expertise, ont leur force, savent comment rejoindre les gens. Donc, à partir de là, il faut faire confiance aussi aux gens et leur donner les capacités, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des équipements. Entre autres, on avait fait venir un préventionniste à l'arrondissement, donc quelqu'un qui était spécialisé dans les infections, de comment faire pour s'assurer que dans notre organisation, les gens, les intervenants ne soient pas touchés par le virus, parce que ça aussi, on ne voulait pas perdre notre monde qui intervenait, nos intervenants dans le quartier. Alors, ça a été de mettre ces ressources-là à la disposition des organismes communautaires pour pouvoir aider. Et puis, je vous dirais, en terminant, que sur ce point, que ça a été bien particulier parce que pour une des premières fois, et je pense que dans les mois qui viendront, on est toujours, c'est sûr, dans la crise, mais il y aura une évaluation à faire parce que la crise à Montréal et surtout dans l'Est a été gérée surtout par des femmes, hein, parce qu'on parle la mairesse Plante, qui est une femme. Bon, moi, à Montréal-Nord, à Rivière-des-Prairies, c'est Caroline Bourgeois, c'est une femme. La mairesse de Villeray-Parc-Extension, Giovanna, c'est une femme. On avait la ministre de la Métropole, qui est Chantal Rouleau. Mylène Drouin, de la Direction de la santé publique, est une femme aussi. Donc, c'était des femmes, finalement, et je me retrouvais pour une des premières fois depuis que je suis mairesse, sur des lignes téléphoniques où c'était les femmes qui étaient en position de pouvoir et en position de décision. Donc, c'était bien particulier. Je pense que ça va marquer aussi l'histoire en quelque sorte, d'avoir toute cette dynamique-là qui s'instaurait et qui va faire des suites, j'en suis persuadée. Quel est est-ce que vous avez une phrase, une devise, un proverbe qui illustre vos engagements ou votre personnalité? En fait, je vous dirais que pour moi, qu'est-ce qui m'habite toujours, c'est faut continuer d'avancer. Donc oui, parfois, il y a des difficultés et je suis à la tête d'un arrondissement qui a son lot de difficultés. Là, on en parlait tantôt de la COVID, des crises, des différentes crises, parce que là, on parle surtout de la COVID, mais il y a eu la crise alimentaire qui a précédé et par la suite, une crise de sécurité publique parce qu'on avait des coups de feu qui étaient lancés à travers de jour, de nuit, dans l'arrondissement courant d'été qui a suivi. Donc, ça a été extrêmement difficile. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut vivre nos difficultés, mais garder toujours en tête, et c'est ma devise on lâche pas, on continue. Et puis, les citoyens ont besoin de nous. Donc, c'est toujours cet état d'esprit qui m'habite parce que parfois, je dois le dire, c'est très, très difficile et c'est très prenant la vie de politique, la vie comme de mairesse, mais en même temps, les gens sont là et ont besoin, ils se fient sur nous. Hein? On a donc toute une pression qui est présente aussi. Si une petite fille vous déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Christine Black », vous lui diriez quoi? En fait, je lui dirais surtout d'être qui elle est, hein, parce que, comme je le disais, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Il faut essayer surtout, faut faire le maximum pour être qui nous sommes, se concentrer sur nos forces. Et parfois, quelqu'un n'aura pas les mêmes aspirations et n'arrivera pas au même endroit, mais va faire un travail extraordinaire aussi auprès de la société. Donc, il n'y a pas de saut métier et chaque métier est fort important dans tout l'écosystème de notre société. Et ça serait vraiment le conseil que je lui donnerais, c'est-à-dire sois toi-même et apprends à connaître tes forces et capitalise sur ceux-là pour pouvoir cheminer et avancer dans la vie. Et si la politique intéresse cette jeune fille, je lui dirais, engage-toi, implique-toi dans ta communauté et avec le temps, les opportunités peuvent se présenter.
En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Ben, en fait, j'y réfléchissais beaucoup, puis c'est compliqué, hein, mais la chose qui me venait toujours en tête, surtout pour l'aspect de pouvoir, peut-être moins un peu de féminité, c'est mon téléphone. Donc, mon téléphone, est finalement l'extension de moi. Donc, ça me permet de faire des appels, de prendre des courriels, de s'assurer que, on puisse travailler parce que encore maintenant, et on le voit très bien avec le télétravail, le téléphone et l'ordinateur deviennent finalement les outils de travail et avec ça, je peux être des fois en vacances à l'extérieur et si mes équipes ont besoin d'une décision ou ils veulent savoir une orientation, où est-ce qu'ils s'en vont, ben, ils m'appellent et à ce moment-là, on devient très accessible et on peut prendre des décisions des fois, même si on est très, très loin et ça permet à tout le système de continuer de prendre ces décisions. Donc c'est le téléphone et en même temps, le téléphone a des bons côtés parce qu'il nous permet aussi de pouvoir être en contact avec nos amis, avec tous nos hobbies qu'on a à l'extérieur du travail, bien entendu. Très bien. Ben, notre émission déjà touche déjà à sa fin, Christine Black. Alors, vous êtes une femme de pouvoir. Est-ce que vous pouvez me dire en un mot quel est votre super pouvoir? Le super pouvoir, je vous dirais, oh là là, en fait, ce serait probablement d'être convaincante et d'être déterminée. Là, c'est comme vous le disiez dans la présentation au début, les gens me reconnaissent pour ça, d'être déterminée, de ne pas lâcher finalement. Donc, ça serait, je pense, mon super pouvoir, s'il y en est un, pour pouvoir justement euh, convaincre les personnes qu'il faut le faire, qu'il faut aider les quartiers comme celui-ci, comme Montréal-Nord, de faire en sorte que ça aille mieux et puis qu'il faut investir dans les quartiers comme ici. Donc, faut être déterminante, il faut être convaincante et puis surtout y croire. Donc, ça serait vraiment ce qui me vient en tête spontanément. Très bien. Mais merci. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christine Black, Merci beaucoup. pour le temps que vous nous avez consacré et en tout cas, je vous souhaite le meilleur et encore félicitations pour l'heureux événement qui est attendu pour le mois d'avril. Excellent. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est vraiment une belle opportunité que vous m'avez offerte. C'est avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci.